Vous êtes nombreux à vous demander comment il se fait que le monde aujourd'hui semble se diviser. Avez-vous l'impression de ne plus reconnaître vos amis, vos proches, vos collègues de travail, finalement, le monde qui vous entoure? Dans cette nouvelle émission, vous allez embarquer dans l'univers de l'ingénierie sociale, ou comment on fabrique votre consentement. J'ai demandé à Philippe Bobola, physicien, biologiste, anthropologue et psychanalyste, de nous embarquer dans un voyage en plusieurs épisodes. Le but du voyage ? Comprendre d'où viennent nos comportements d'aujourd'hui. Votre mode d'emploi, le connaissez-vous ? Le train est prêt à partir et vous emmènera à travers 10 étapes fondamentales à comprendre sur une personne que vous ne connaissez peut-être pas si bien que ça. Vous. Alors les amis, comment vous a-t-on distrait ? Et si finalement, le monde était sous hypnose ? Bienvenue dans l'ingénierie sociale. Troisième point, la dégradation progressive, ou comme on peut l'appeler, le fascisme progressiste en dilution homéopathique 5CH. On y va par étapes, graduellement. On ne va pas tout vous dire du premier coup, vous trouveriez cela inadmissible. On ne donne pas brutalement l'information, mais on y va petit à petit. Vous souvenez-vous du mois de mars 2020 ? Vous pensez que vous auriez réagi comment si on vous avait annoncé un confinement de 2 mois, puis le port du masque dans la rue, le couvre-feu, l'interdiction de boire un bon verre de vin avec vos amis sur une terrasse ? Ils savaient bien que ça ne passerait pas. Et ils avaient raison. Il faut y aller progressivement. Pourquoi ? Parce que le peuple oublie. Bonjour les amis, bienvenue dans cette 3e capsule avec Philippe Bobola. Bienvenue Philippe. Bonjour Emma. C'est reparti pour un tour dans l'exploration de l'ingénierie sociale. Alors Philippe Bobola nous fait le plaisir de répondre à mes questions. On se rappelle tous de votre conférence du 15 octobre en 10 points sur finalement comment on en arrive là. Vous avez évoqué déjà dans les premières capsules le premier thème qui était la distraction. Je vous invite à revoir les premiers épisodes si vous ne les avez pas encore vus. On a parlé aussi de la stratégie du choc. Et puis, tout ce cheminement-là avec vous, Philippe, il est extrêmement intéressant parce que vous avez plusieurs casquettes. Je le rappelle pour les personnes qui vous découvrent, il y en a encore. Vous êtes physicien, vous êtes aussi biologiste, anthropologue, psychanalyste. Vous avez donc ces plusieurs angles qui m'intéressent et qui passionnent aussi un certain nombre de personnes. On va aussi, dans un futur proche, parler de la vallée des larmes, mais tout se recoupe. Aujourd'hui, on va commencer ce questionnement que j'ai avec vous sur ce que vous appelez la dégradation progressive, le fascisme en dilution 5CH. Vous allez nous parler de ce que vous appelez la guerre contre les peuples en 2 temps. Et tous ces sujets-là prennent sens maintenant. Les gens ont besoin de mettre du sens, des mots, de comprendre où ils en sont. Alors c'est parti. Philippe, comment on opère en dégradation progressive? Qu'est-ce que ça veut dire déjà ? Ça veut dire que si on dit aux Français, par exemple, qu'on va baisser leur retraite de 30% brutalement, tout le monde va réagir. Si on leur dit qu'on va progressivement diminuer leur retraite et qu'on le fait sans leur dire une fois 2%, une fois 5%, etc., c'est beaucoup plus acceptable. Et donc, ce que j'appelle le fascisme homéopathique 5CH, c'est le fait que, au lieu d'aller directement à la finalité que le gouvernement veut, on va y aller progressivement, on va découper, c'est comme en homéopathie. On va avoir une dilution des mesures, et les mesures après mesures, on va arriver au bout de 3, 4, 5, 10 ans à ce qu'on veut. Finalement, ce qui est en train d'émerger, c'était connu des entretiens du Bilderberg. C'est-à-dire, on avait envie de développer un gouvernement à vocation socialiste, voilà, faussement socialiste. Il y avait une identité internationale unique, il y avait un contrôle centralisé des peuples. Tout ça, c'était connu depuis 20-30 ans. Mais ça s'est mis en place progressivement. Alors peut-être pour nos auditeurs, pour que ça soit bien clair, finalement, ce qu'on vit dans chaque pays, c'est une guerre contre les peuples. C'est ce qu'on appelle
des guerres 4.0. Donc on a l'habitude d'avoir des guerres de pays en pays. On a eu 2 grandes guerres mondiales. Là, on a une guerre contre les peuples et les peuples ne sont pas prêts. Donc il faut préparer le peuple à ce qui va arriver en finalité quand on va introduire la stratégie du choc. Alors, il y a un certain nombre de militaires, je pense en particulier à un Anglais qui s'appelle Frank Kitson. Il a été Lord commandant de la garde royale de 82 à 85. Il a été le général aide-de-camp de la reine Elisabeth II de 83 à 85. Il est Grande Croix de l'Ordre de l'Empire britannique. C'est un héros de la guerre des Malouines, de l'Irlande du Nord, un grand militaire. Et il a écrit un petit manuel il y a une trentaine d'années, il est né en 1926, qui expliquait comment progressivement un gouvernement, s'il veut avoir la mainmise sur son peuple, ben, il faut progressivement le préparer. Alors, c'est assez hallucinant quand on lit ça avec le recul. Il envisage que les gouvernants, les ministres, tout ce qui est d'importance administrative, ben, soient formés à l'ingénierie sociale. Évidemment, dans les guerres 4.0, c'est le gouvernement qui a la main mise sur l'information. Donc, les journalistes, eux aussi, ils doivent être formés à l'ingénierie sociale. On a des pseudo-gangs qui vont créer des désordres, créer des problèmes pour mieux les résoudre. On a des services spéciaux qui vont créer des faux attentats. Il y aura ce qu'on appelle des black documents qui vont donner l'origine de ces attentats à une organisation. Ça peut être une organisation coranique, Al-Qaïda, etc. Les jeunes doivent devenir apolitiques. Donc, on doit progressivement les amener à considérer que la politique, c'est désuet. On les amène à renoncer aussi à la notion de nation et toutes les valeurs qui vont avec la nation. Vous voyez, ça se prépare. Et puis, à un moment donné, quand on a bien préparé le peuple, eh ben, on arrive à la touche finale qui est la stratégie du choc. Donc, on a 2 sortes de guerres, quoi. Une guerre lente qui prépare les esprits, que je qualifierais de guerre potentielle, et après, il y a le choc final qui va prendre appui sur une crise économique, une guerre mondiale, ça peut être une pandémie, ça peut être plein de choses, hein, une crise morale, etc. À un moment donné, il faut qu'il y ait un choc. Et à ce moment-là, tous les efforts qu'on a faits vont se concrétiser avec des mesures exceptionnelles. J'avais rappelé la dernière fois la phrase de Jean Monnet, les gens ne changent que dans la nécessité, ils ne voient la nécessité que dans l'urgence. Voilà. Regardez par exemple comment on a préparé cette future dictature écologique à partir du réchauffement climatique. Vous voyez, ça part de Al Gore, une vérité qui dérange. Et puis comment on a laissé la situation économique se dégrader pour qu'à un moment donné, c'est l'idéal, dans les guerres 4.0, que c'est le peuple lui-même qui demande un retour à l'ordre. Donc comment on laisse monter l'insécurité, comment les attentats justifient un certain nombre de mesures liberticides. Tout ça, ça se fait progressivement, c'est une dégradation progressive qui prépare les esprits pour qu'à un moment donné, il y ait réponse quand il y a le choc final. Vous nous dites dans votre conférence du 15 octobre que le peuple oublie. Oui. Est-ce que vous pourriez nous illustrer ça ? Oui, par exemple, moi, mon beau-père est mort à 102 ans, vous voyez. Il s'appelait Georges Fracassi, donc il a lutté pour ses acquis sociaux. Il nous racontait, il se destinait à être ingénieur agronome, puis la guerre est arrivée, il n'a pas pu faire ses études finalement. Il est devenu fonctionnaire dans une usine, mais il s'est battu pour les acquis sociaux. Il nous disait toujours, les acquis ne sont jamais acquis, c'est la lutte permanente qui maintient la chose. Donc, l'oubli, pour les jeunes générations, c'est même pas un oubli, c'est qu'ils ne connaissent pas. Pour les anciennes générations, on oublie que tous nos acquis sont nés d'une lutte et qu'il n'y a rien qui soit définitif. On a longtemps cru que les démocraties, une fois qu'elles se posaient sur un territoire, il y avait une grève de démocratie, on ne pouvait plus la déloger. On a l'exemple typique de la France qui aurait pensé ça ne serait-ce qu'il y a 2 ans, ou même l'année dernière, qui est en train de dériver vers une dictature avec des mesures liberticides. On a oublié que les choses sont souvent issues d'un combat ou d'une vigilance. On a oublié ça. Et il nous disait toujours, vous êtes en train de perdre vos libertés, vous n'êtes pas assez vigilants. Et finalement,
tout ce qu'on a réussi à apporter à la société et qui vous a permis d'avoir une vie améliorée, ben, c'est en train de disparaître. Là, Philippe, je vais vous poser une question qui est vraiment d'actualité et qui engage votre opinion. Je suis très curieuse de savoir, selon vous, est-ce que les gens ont oublié ce qu'était leur normalité en 2019? Une vie normale? Oui, je pense qu'à un moment donné, quand on a des conditions différentes, l'être humain finit par s'adapter et on oublie que on a connu une période où on n'avait pas besoin d'un masque pour sortir, où on n'avait pas de confinement, voilà. Alors, on a encore une mémoire fraîche, mais imaginez que la situation perdure pendant 5 ans, on aura oublié ça. Et c'est exactement ce que je vous disais. Le but de la stratégie du choc, c'est ce qu'on appelle l'effet de fluidification, c'est-à-dire qu'on va imposer une nouvelle norme. Et donc, les jeunes générations, par exemple, moi je suis né dans les années 60 et j'ai toujours connu le chômage. Donc, c'était la normalité. Mais je me souviens de mes grands-parents qui me disaient, mais pour eux, ils ont connu le plein emploi. Donc, ils étaient choqués quand on a créé, c'est Jacques Chirac, le Pôle emploi. Pour eux, c'était inconcevable. On quittait un métier parce que ça ne nous convenait pas, on en retrouvait un 3 jours plus tard. Il n'y avait pas de problème. Et on a fini par oublier qu'il y a un plein emploi. Et après, c'est là où ça devient intéressant, c'est que pour moi, qui vient des sciences dures, hein, de la physique au départ, l'économie n'est pas une science. On nous a fait croire que c'est une science. Hein. Vous savez que le prix Nobel d'économie est décerné par des banques suédoises. On confond un prix Nobel de chimie, de physique, de physiologie ou de médecine avec le prix Nobel d'économie. Il a été créé en 69. Et donc, il y a une loi qu'on appelle la loi de Phillips. Alors, j'avais suivi des cours d'Edmond Malavo au Collège de France et j'étais halluciné. C'est une droite qui montre que le chômage, il est inversement proportionnel à l'inflation. Donc, si vous voulez avoir un chômage nul, vous êtes obligé d'avoir une inflation maximale. Et si vous voulez avoir une inflation nulle, ben, il faut un chômage maximal. Donc, vous êtes obligé de trouver un compromis entre un chômage minimaliste et une inflation minimaliste. Mais cette loi, elle est fausse. Si on regarde dans le passé, ça ne s'est jamais passé comme ça. Donc, l'économie, moi, je l'appelle l'idéologie algébrisée. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun économiste qui est capable de prédire une crise. Décrire, oui. Prédire, non. Le seul qui est... enfin, il y a des économistes qui ont eu le ressenti de la crise, mais c'est souvent l'intuition plus que le modèle. Voilà. Vous avez parlé d'acquis sociaux tout à l'heure. Je suis assez frappée, depuis la Suisse, d'observer la France qui a quand même, toujours eu on va dire, ce code du travail très épais par rapport à la Suisse. On a toujours ri parce qu'on disait: «Il fait 10 fois le volume du code du travail, suisse», et on a vu quand même avec cette crise du covid, tous les acquis sociaux partir en fumée. Oui. Je prends comme exemple, les personnels soignants, par exemple, qui ont vu leurs vacances annulées, les heures sup, non payées, et cetera. Est-ce que ça fait partie d'une dégradation progressive? Comment on fait pour faire passer la pilule, j'ai envie de dire? Ben, c'est là où on va introduire une autre notion qui est ce qu'on appelle la fenêtre d'Overton. Alors, Joseph Overton, c'est un lobbyiste, juriste et politologue qui a travaillé au départ dans l'industrie pharmaceutique. Donc, on reviendra, mais la publicité a été l'élément fort qui a permis d'imposer l'ingénierie sociale, puisque c'est l'art de convaincre un consommateur d'acheter un produit. Donc, c'est là où les publicistes ont été intéressés par la psychanalyse, Freud, l'inconscient, comment organiser un hypermarché, etc. C'est tous les travaux des pionniers de la publicité, Vance Packard, par exemple, la persuasion clandestine. Et donc, Joseph Overton considère que au départ, on a une situation, par exemple, qui aurait pensé que la France connaîtrait un confinement? C'est impensable, vous voyez? Donc on part d'une situation qui semble bloquée. On se dit, bah, les gens ne marcheront jamais là-dedans. Mais on va faire évoluer cette situation et amener à l'acceptation. Donc d'un côté, on va dire à gauche, vous avez l'impensable, et de l'autre côté, à droite, vous avez la législation qui va imposer ce qui était impensable. Alors, l'impensable va entraîner une sorte de ramollissement qu'on va appeler l'extrémisme ou radical.
Après, ça va être licite, on va considérer que ça va être envisageable, acceptable, puis finalement, ça va devenir public, et enfin, ça sera politique. Alors, on va regarder comment on passe de l'un à l'autre, et c'est exactement ce qui s'est passé. On a des tas de sujets, on a fait évoluer l'opinion publique, des fois, l'évolution est favorable. Rappelez-vous la façon dont on considérait l'homosexualité il y a quelques années. C'était impensable que deux hommes se marient, qu'ils puissent adopter des enfants. Voilà. Mais la situation s'est assouplie. Alors, on donne souvent cet exemple du cannibalisme. Le cannibalisme, c'est considéré comme des déviations de l'humanité, c'est réservé à des peuples dits primitifs, on a encore ce vocable, maintenant on parle de peuples premiers, et donc on part avec l'idée que le cannibalisme, c'est plus du tout de mise dans le mode de vie d'un humain. Mais on va considérer qu'on va faire évoluer. Alors pour faire évoluer, il faut faire appel à la religion universelle de la fin des temps qui s'appelle la science. Donc vous allez avoir des scientifiques qui vont reconsidérer le cannibalisme. Ils vont se dire finalement on devrait faire une étude, peut-être que le cannibalisme s'impose dans des cas extrêmes. Donc le fait de faire intervenir la science, ça va entraîner une évolution. On va passer de l'impensable au radicalisme. C'est la première transition. Et l'extrémisme, ça veut dire qu'il y aura des études scientifiques qui vont dire oui, c'est extrême, mais c'est pas si étranger à l'être humain, et peut-être même dans certaines circonstances, on pourrait à nouveau y avoir recours. Après, on va faire évoluer la situation pour qu'on passe de quelque chose d'extrême, radical, à quelque chose d'acceptable. Donc la science, qui dans la première étape s'est occupée du sujet, a fait des colloques, a fait des publications, on va s'arranger pour que des petits groupes soient des militants en faveur du cannibalisme. Ensuite, on va avoir un passage, on va dire, de l'étape radicale à une étape acceptable. La science commence à faire intrusion dans le langage est très important. On va considérer que c'est plus du cannibalisme, c'est de l'anthropophilie ou de l'anthropophagie. Et puis après, on va passer on va dire, de l'acceptable au raisonnable. Donc à ce moment-là, la télé va commencer à en parler, les revues, etc. L'opinion publique va être confrontée à des gens de plus en plus nombreux qui vont considérer que finalement l'anthropophagie c'est envisageable dans les cas extrêmes, jusqu'à arriver à une législation qui imposerait en disant le cannibalisme est interdit sauf dans des cas extrêmes, une pandémie par exemple, si on n'a plus rien à manger. Et vous voyez comment à un moment donné, ce qu'on appelle la fenêtre d'Overton a fait évoluer l'opinion publique qui au départ est défavorable et qui devient favorable, et même à un moment donné, c'est ceux qui sont contre le cannibalisme qui deviennent les gens attaqués. C'est exactement ce qui s'est passé. Si vous regardez, vous avez des tas de gens qui au début disaient moi, un confinement, j'accepterai jamais. Et puis maintenant, vous avez des gens qui vont combattre ceux qui sont contre le confinement. Alors, vous parlez d'autocensure, de lien avec ce fameux besoin d'appartenir à un groupe. Moi, j'aimerais savoir, Philippe, comment ça se fait, puisqu'on parle aujourd'hui de dégradation progressive, qu'on est passé, je prends l'exemple des enfants, des parents. Le rôle d'un parent, c'est de protéger son enfant. Et on a beaucoup parlé de maltraitance, etc., du devoir d'un parent, ou même au niveau légal, hein, de maintenir la santé de son enfant. Et comment ça se fait que maintenant, on peut lire dans les faits divers que des mères perdent la garde de leurs enfants parce qu'elles les ont retirés de l'école puisqu'ils étaient obligés de porter un masque à 6 ans. Comment c'est possible qu'une société accepte ceci ? C'est tout l'art de l'ingénierie sociale, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut toujours trouver des arguments qui vont... Alors, peut-être ça va nous amener à revenir sur ce que c'est un cerveau. Puisque finalement, comme disait Paul Valéry, mettre cerveau sur son homme perché tenait dans ses plis son mystère. Donc, c'est le mystère du cerveau qu'on voit. Et donc, en ce moment, j'étudie beaucoup les réactions des gens. Vous voyez, vous avez des gens qui vont vous dire certes, je vais me faire vacciner avec un risque, mais je préfère mourir du vaccin que de mourir du Covid. Comme s'il y avait une mort propre et une mort sale.
Donc c'est assez curieux, parce qu'ils sont conscients qu'il y a quelque chose qui pourrait être dangereux pour eux, mais ils acceptent le risque, parce que pour eux, c'est mieux de mourir vacciné, donc ça leur donne une valorisation, ils ont une action sociétale, peut-être qu'ils vont protéger les autres, ils seront victimes, donc ils vont se sacrifier, vous voyez. C'est quand même assez incroyable. Ou des gens qui disent, certes, on va perdre nos libertés, mais moi j'ai peur du désordre. Donc je préfère avoir une absence totale de liberté au profit d'une totale sécurité. C'est curieux. Vous voyez, le raisonnement qu'on a dans différents pays, la Belgique l'avait fait en premier. Donc on dit la vaccination n'est pas obligatoire. Puis s'il n'y a pas assez de gens, on dit il n'y a pas assez de gens, donc on va procéder à la vaccination obligatoire. Vous voyez? Et vous avez des gens qui préfèrent avoir une pseudo-liberté dans un monde totalitaire, plutôt que de réfléchir en disant c'est des mesures liberticides et ça va entraîner des conséquences. Alors, le cerveau, il faut reconnaître, on appelle ça la néoténie. Alors, qu'est-ce que c'est un cerveau? C'est 100 milliards de neurones. Voilà, le cerveau, dans son développement, c'est assez inouï. Si on prend, le cerveau commence à faire son apparition le 26e jour après la fécondation. Le 27e jour, il y a une sorte de gouttière qui se développe, elle va se fermer et pendant toute la grossesse, on va produire 3000 neurones par seconde. Ça fait quand même un total de 260 millions de neurones par jour. Et quand l'enfant, au bout de 9 mois, va arriver au monde, il va passer dans un deuxième programme qui est la création des synapses. Alors un neurone, qu'est-ce que c'est? C'est une tête polaire, comme la tête d'une tige de blé, avec une partie rectiligne qu'on appelle l'axone. Et puis, les neurones sont associés les uns aux autres, ils sont en contiguïté, pas en continuité, et de la tête polaire, il y a des émergences qu'on appelle des synapses et qui vont permettre aux neurones de pouvoir établir des connexions les uns avec les autres. Et donc, un cerveau humain, c'est entre 10 000 et 100 000 connexions. Donc, vous voyez, vous avez quand même de l'ordre de 10 millions de milliards de connexions. Donc, Internet n'a rien inventé. Mais en permanence, les connexions se créent et se décréent au gré des stimulations extérieures. Et donc, une des difficultés, et c'est là où on voit l'influence de la société sur la construction d'un individu, c'est quand un individu arrive au monde, son cerveau est développé à 23% de la taille qu'il aura adulte. On appelle ça la néoténie. Certains biologistes envisagent que le bébé humain arrive prématuré, contrairement par exemple, si on prend le chimpanzé dont le cerveau est fait à 40%, le macaque à 65%. L'être humain doit acquérir 77% de la taille adulte de son cerveau, et ça va se faire par une interaction permanente entre son cerveau et l'environnement. Donc fondamentalement, c'est l'environnement dans lequel on est qui va créer ces synapses qui peuvent se stabiliser ou disparaître. Et pour répondre à la question, au bout de 21 jours, quand on n'entraîne plus des croyances, donc une croyance, c'est quelque chose à laquelle on adhère sans avoir des preuves factuelles du bien fondé de cette croyance, eh bien, au bout de 21 jours, les synapses, si elles n'ont pas été empruntées parce qu'on ne pense plus à cette croyance, eh bien, on peut être dégagé des synapses qui avaient créé un chemin synaptique. Et donc, depuis que la pandémie est arrivée au mois de mars, en tous les cas en France, regardez toutes les synapses qui ont été faites. Et donc, le cerveau est muni de ce qu'on appelle une plasticité synaptique. La plasticité, c'est la capacité qu'ont les neurones à améliorer leur degré de communication les uns avec les autres. Et cette facilité de communication synaptique dépend de la façon dont vous avez stimulé votre cerveau. Donc, quand vous êtes tout le temps de façon répétitive face aux mêmes idées, c'est dangereux, il faut des mesures, et notre cerveau se câble différemment. Et chose étrange, des gens qui avaient des positions radicalement différentes finissent par changer leur position. Au départ, ils étaient contre, par exemple, le confinement, le couvre-feu, considérant qu'on n'est pas en guerre, et après, ça devient comme dans les différentes étapes des fenêtres d'Overton. Au départ, c'est impensable, puis ça devient extrémiste, puis ça devient licite, puis après, c'est acceptable, c'est répandu, c'est légalisé, et après, c'est combattu si on est contraire
à ce qu'on pourrait appeler le scientifiquement correct ou le politiquement correct. Et c'est ça que les différents gouvernements ont réussi à faire, c'est à instaurer de nouvelles normes. Et ce qui était impensable pour certains cerveaux ne l'est plus. Alors, une société, il faut dire qu'il y a très peu de leaders, il y a beaucoup de suiveurs. C'est comme ça. Nous avons une dimension animalière, hein, nous sommes des mammifères, on a besoin de l'interaction du groupe, sinon notre cerveau, vous voyez, il s'appauvrit, il s'atrophie. Hein. Comme je dis souvent, le cerveau, c'est le contraire de la pile Wonder. La pile Wonder, elle s'use quand on s'en sert, le cerveau, il s'use quand on s'en sert pas. Donc, le fait d'être en permanence bombardé d'informations a créé de nouveaux chemins synaptiques avec des comportements différents. Et puis, effectivement, il faut que ça soit convergent, parce que ça, c'est très important. Et ces choses-là, les publicistes l'avaient compris. Hein. On a des mécanismes en nous innés qui nous piègent. Alors, je vais prendre un exemple bien connu de la publicité. Il y a un psychologue social qui s'appelle Roger Caldini, qui a étudié les 6 clés de la vente. Alors, la première clé, c'est la piège de l'engagement. Le piège de l'engagement, ça consiste au phénomène suivant. Il y a quelqu'un qui vient vous voir, il vous parle d'une association qui lutte contre la sclérose en plaques. Alors au départ, il vous fait signer une pétition et après, il vous propose de faire un don, ce que vous voulez. Comme il a pris du temps pour vous parler de son association, vous vous croyez obligé de lui redonner quelque chose. Et donc, vous êtes plus enclin à signer la pétition et surtout à donner si effectivement il a passé un certain temps avec vous. Et donc ça entraîne la deuxième clé qui est la clé de la réciprocité. Ensuite, la troisième clé, c'est que si vous avez un scientifique, un universitaire, l'autorité qui vient cautionner votre produit, il a plus d'impact sur les gens. Parce que c'est une autorité, c'est exactement ce qui est en train de se passer sur les plateaux télé, hein, quand vous avez des infectiologues, des médecins, quelle que soit leur spécialité. D'ailleurs, on ne voit pas de gérontologue, hein, mais on voit beaucoup des fois, curieusement, des urologues. Enfin, il suffit qu'ils soient médecins pour que ça soit sérieux. Et puis après, vous avez l'agrément. Si vous avez une vedette qui vient vous dire, moi, si j'avais à choisir, je me ferais vacciner, ça entraîne. Hein, il y a une espèce d'empreinte émotionnelle qui fait que les gens sont prêts à suivre une vedette qu'ils admirent. Puis après, vous avez quelque chose, c'est la notion de pénurie. S'il y en a peu, les gens ont l'impression de devoir se précipiter pour avoir la chose qu'ils convoitent. Et puis après, il y a l'assentissement social. Quoi. Si tout le monde, il y a un consensus, c'est un mécanisme, c'est la 6e clé qui amène la personne à acheter ce produit. Et donc, les publicistes connaissaient ça déjà dans les années 30 et ils savent très bien piéger le cerveau. Donc, il y a une espèce de piège de l'engagement. Vous avez des gens, on a déjà fait un premier confinement, on s'est déjà engagé dans le processus, ils sont plus enclins d'accepter un deuxième confinement parce qu'il y a une espèce de cohérence. Vous voyez, on a déjà fait des efforts, on le referait. On est plus enclin. Alors, ça m'amène à une question que je voulais vous poser justement par rapport à l'économie, parce que on a vu beaucoup de restaurateurs au départ vraiment prendre la parole et se positionner sur certains médias. Par rapport au fait qu'ils étaient forcés d'être fermés, des commerçants, enfin tous les commerces qu'on estimait non essentiels. Oui. Et donc au début, il y a eu une grosse vague de contestation. Et puis maintenant, j'assiste et je lis de plus en plus de commentaires de restaurateurs ou autres commerces qui disent finalement, faites ce que vous voulez, fermez si vous voulez, mais payez-nous. Alors, dans le thème de la dégradation progressive, je me dis, tiens, comment on arrive au départ à avoir, on va dire, peut-être ces synapses qui fonctionnent avec un schéma de valeur. Vous avez parlé de fluidité et puis d'état de gel. L'état de gel, on n'en a pas encore parlé, mais finalement, on va dire quand on a encore un peu les idées claires. Et comment on en arrive à ça au départ, dire non, ça ne justifie pas, ce n'est pas proportionnel, les mesures par rapport à ce qui se passe. Comment on en arrive maintenant à avoir des discours à dire fermez, faites ce que vous voulez, de toute façon, moi, je suis payé,
payez-moi et je ferme. Ben, c'est la réciprocité, c'est-à-dire que comme ils ont accepté le dédommagement que l'État leur a proposé suite aux mesures qui ont été prises, il y a comme un engagement de la part d'État et en réciprocité, eux, bah, ils sont plus enclins à accepter ce que le gouvernement, c'est une forme de je te donne et je te redonne, alors que s'il n'y avait pas eu effectivement de dédommagement, bah, ça est évident que ça n'aurait pas fonctionné. Mais au bout d'un moment, on s'aperçoit que la théorie de l'engagement piège les gens. Et donc, dans l'engagement, vous avez une réciprocité. Alors, on cite souvent cet exemple. Si quelqu'un vous demande l'heure dans la rue, vous allez lui répondre. Et si ensuite il vous demande une pièce, vous serez plus enclin à lui donner parce que vous avez passé du temps avec lui. Et donc, comme il y a une espèce de lien qui s'est créé, qui fait que vous serez plus enclin à lui donner une pièce après lui avoir donné l'heure que si vous avez demandé brutalement une pièce. Voilà. Et c'est un peu dans ce sens-là, c'est le piège de l'engagement, le piège de la cohérence et la réciprocité que la personne va mettre en avant. Alors, il y a des tas d'exemples. Il y a un dénommé Charles Chrysler, qui est aussi, alors évidemment, dans le domaine de l'ingénierie sociale, il y a beaucoup de psychologues sociaux. Il s'est rendu compte que des gens qui croient à une idée, mais si on les amène à incarner cette idée, eh ben, ça va renforcer leur idée. C'est-à-dire, vous avez des gens, ils ont mis un masque, socialement, ils sont sortis avec un masque, et ça a renforcé leur idée que le masque était nécessaire. Et donc, il y a des tas d'exemples où on montre que, par exemple, des femmes qui sont convaincues de devoir faire passer des informations sur l'avortement, par exemple, eh bien, si vous les amenez à distribuer des papiers dans la rue, elles seront encore plus convaincues du bien fondé de leur action que si elles se contentaient d'envoyer des papiers par la poste. Vous voyez ? C'est d'ailleurs le fait d'avoir une action, ça renforce. Alors, vous comprenez pourquoi, dans ces rituels, eh ben, ceux qui étaient contre, bah, ça n'a pas changé leur position, ils trouvent ça de plus en plus absurde, mais ceux qui étaient un peu favorables au masque sont devenus encore plus favorables jusqu'à devenir très favorables. Et on arrive à l'effet de fluide, c'est-à-dire, je vous rappelle que l'effet de fluide, c'est une action extérieure au groupe visant à jeter le trouble sur sa culture et ses habitudes, créer des tensions dans le but de disloquer ce groupe et d'arriver à déstructurer ses habitudes de fonctionnement. Alors que l'effet de gel, c'est la tendance spontanée de l'être humain à ne pas vouloir changer ses habitudes et ses structures internes de fonctionnement. En sociologie, dans un terme un peu plus savant, on dit conserver son habitus. Cette tendance est centrale à toutes les sociétés. Voilà. Et elle est partagée par un groupe et transmise à l'identique de génération en génération. C'est ce qu'on appelle la tradition. Voilà. Mais Philippe, d'habitude. Comment se fait-il qu'on parle beaucoup de réalité et on parle aussi beaucoup de perception de réalité. En ingénierie sociale, on mise tout sur la perception de la réalité, puisque la réalité, elle est complètement subjective. Enfin, ça n'existe pas en réalité. La réalité n'est pas importante, c'est la perception qui compte. C'est ça. Alors, j'ai une question toute simple. Comment serait l'opinion publique, puisque c'est de ça qu'il s'agit maintenant, au mois de décembre, janvier, donc 2020-2021, si nous n'avions pas eu les médias? Ah ben, ça aurait été complètement autre. Les médias ont vraiment introduit une psychologie de foule. Hein. Vous savez, dans les médias, il y a trois sphères dynamiques. Hein. Il y a la sphère consensuelle, le débat qui est évidemment la contradiction, le débat, et puis d'une certaine façon, tout ce qui est normatif. Ah. Et en permanence, si vous regardez, dans toutes les sphères médiatiques, vous avez ces trois bulles. Donc, ce que les médias ont introduit, c'est la notion de norme, la nouvelle norme. Et donc, effectivement, à base de messages simples, voire simplistes, répétitifs, émotigènes, bah, on a fini par convaincre les gens qu'il y avait vraiment un danger. Sylvano Trotta parle des médias de la peur, hein, je le rejoins, c'est vraiment les médias de la peur. Ils n'ont fait que propager la peur. Et donc, à partir de là, bah, ils ont réussi à influencer l'opinion publique. C'est exactement la vision d'Édouard Bernays. Hein.
Et ils ont introduit de nouvelles normes. Donc, sans s'en rendre compte, on est passé d'un effet ou d'un état de gel à un état de fluide. Et les gens sont plus enclins à accepter la nouvelle norme. Alors, dans l'état de fluide, il y a une première étape où effectivement, on va proposer un chaos. Et puis, effectivement, il y a une deuxième étape où les gens réagissent. On est plutôt dans cette deuxième étape. Puis cette étape peut d'ailleurs amener celui qui a créé le choc à perdre la situation, ce qui est en train de se passer actuellement. Et puis dans la troisième étape, si malheureusement les gens n'ont pas réussi à se dégager de ce choc, ben, il y a une nouvelle norme qui apparaît. Et c'est exactement ce qu'on a, le grand reset ou le grand réveil. Le grand reset, c'est cette nouvelle norme. De toute façon, tout est maintenant dit. Hein, Mais au bout d'un moment, les gens finissent de dire, mais qu'est-ce que tu veux y faire? Il y a une espèce de démission. On voit maintenant, Philippe, d'ailleurs, ce passeport vert qui arrive avec cette nouvelle norme qui sera et qui est déjà, si vous voulez voyager, il faudra être vacciné. J'ai vu, je ne sais pas si vous l'avez vu, Philippe, une publicité, en tout cas ça apparaît sur le site de la compagnie aérienne Ryanair, un message qui dit « une petite piqûre et c'est parti ». C'était très étonnant de voir ça comme ça, aussi assumé, hein, finalement. Et cette nouvelle norme-là, comment selon vous, elle va être appréhendée par les gens, en fait? On se vaccine et puis on peut y aller. Comme les chiens, en fait, finalement, qui passent la frontière. Oui, alors, bah, je pense que si on regarde, on fait une étude, il y a des gens qui mettent le masque parce qu'ils ont vraiment peur. On va dire c'est logique. Ils ont été beaucoup plus perméables aux médias de la peur et donc ils sont vraiment rentrés dans la peur. Bon. Mais vous avez des gens, ils mettent un masque parce qu'ils n'avaient pas envie d'avoir une amende. Maintenant, il y a des gens qui mettent un masque parce qu'ils ont peur de perdre leur emploi. Et donc, l'étape dans laquelle on va rentrer, c'est est-ce que j'ai suffisamment de principes de résistance pour ne pas accepter d'être vacciné au risque d'avoir une perte de mes libertés transitoires. Et il y a des gens, bah, ils commencent un peu à décliner, pas tous évidemment, parce qu'ils disent, bah, finalement, si ma vie devient un confinement permanent, est-ce que ça vaut le coup d'être vécu? Et c'était un peu le but. Ce qui est très important pour le gouvernement profond, c'est d'arriver à avoir des vaccinés, parce qu'à ce moment-là, il y aura deux types de citoyens, il y aura les vaccinés et les non vaccinés. À partir du moment où il y aura des non-vaccinés, il faudra bien que les vaccinés aient des avantages que les non-vaccinés n'auront pas. Et donc, le Danemark a régressé par rapport à ses ambitions, mais au départ, envisageait qu'il y aurait des horaires pour faire ses courses, qu'on se demandait si les gens pourraient prendre les transports en commun, ou il y aurait des horaires où il y aurait, comme du temps, des lépreux. Vous voyez qu'il y avait la crécelle, il y aurait des transports pour les non-vaccinés. Ou carrément interdiction de prendre les transports. Moi, je pense, l'histoire de la France a toujours montré, c'est assez curieux, que la France apparaît à un lac, j'allais dire suisse, calme, puis à un moment donné, il y a un geyser qui émerge. Et Primo Levi, qui avait connu les camps de concentration, qui était italien et un merveilleux romancier, disait « Qu'est-ce que c'est qu'un nazi? C'est quelqu'un qui a perdu son principe de résistance. » Donc, c'est à nous de garder notre principe de résistance et de ne pas céder au chantage, parce que c'est un véritable chantage. D'ailleurs, on se croirait dans le théâtre de l'absurde à la Ionesco, à la Harold Pinter. C'est-à-dire, la vaccination n'est pas obligatoire, mais si on n'a pas assez, on la rend obligatoire. Donc, elle est forcément obligatoire. Vous voyez, d'un point de vue logique. C'est-à-dire que si effectivement on était dans la totale liberté, avec le respect, le libre choix, on dirait bah il y a des gens qui décident de se vacciner, on peut le comprendre. Ils ont peur, ils se font vacciner, puis il y en a qui veulent pas. Mais là, on a l'impression qu'il y a un seuil à atteindre. Et je pense que le seuil à atteindre, c'est ce qui leur permettra d'imposer de nouvelles normes à la société. S'il n'y a que 10% de gens qui vont se faire vacciner, il y aura 90% de gens qui ne seront pas vaccinés. C'est les 90% non vaccinés qui vont imposer la norme. Alors, mais si vous n'avez que 10% vous avez 50% de vaccinés ou 70%, à ce moment-là, c'est les 70% de vaccinés qui vont imposer les normes. C'est vrai que pour les personnes qui découvrent nos capsules, Philippe, et qui découvrent aussi que notre travail à travers ces vidéos, c'est de parler d'ingénierie sociale, de perception de la réalité, du rôle de l'information,
effectivement, il y a une chose que vous nous dites aussi, c'est que quand on reparle d'Édouard Bernays ou de Gustave Le Bon, le peuple ne réagit pas à la raison, mais à l'émotion, la foule, en fait. Hein, Mmh. Édouard Bernays qui raisonnait en termes de foule. Quand on vous entend parler, c'est ultra clair. La vaccination n'est pas obligatoire, mais s'il n'y a pas assez de personnes qui y vont, ça le sera. Quand on est assis sur sa chaise et qu'on a les idées claires, ça paraît clair comme de l'eau de roche. Vous parliez aussi tout à l'heure du fait que quand on se vaccine, c'est pour protéger l'autre. On est un peu dans la même dynamique du Mmh. discours que le masque. Comment ça se fait que personne, en tout cas on va dire dans la masse, dans les discours, ne parle. On va prendre tout simplement l'exemple de ce vaccin. On parle de dégradation progressive aujourd'hui. Comment ça se fait que on passe du mois de mars, où si on avait dit à tout le monde, pour prendre l'avion, pour aller travailler, pour avoir une vie sociale, vous devez vous faire vacciner. Et à ce moment-là, tout le monde refuse en bloc. Et maintenant, on nous dit, oui, mais quand même, on préfère mourir en étant vacciné que mourir du Covid. Comment on arrive là? Ça veut dire que le peuple est sous hypnose. Bah, on peut dire que le peuple est sous hypnose et c'est vraiment l'illustration de la dégradation progressive. C'est-à-dire que si on avait dit aux gens avant le mois de mars, pour prendre un avion, il faudra un passeport vaccinal, il faudra être vacciné pour avoir la libre circulation dans votre pays et avoir des activités qui vous seront interdites si vous n'êtes pas vacciné, le peuple aurait refusé. Mais ça s'est fait progressivement. Alors, il y a le fait aussi que les gens, on prépare déjà le troisième confinement. Voire même un quatrième confinement. Et au bout d'un moment, on essaye d'atteindre dans l'acceptation différentes populations. Il y a ceux qui en auront tellement marre de ces confinements qui seront prêts à se faire vacciner. Il y a ceux qui auront peur de perdre leur boulot qui accepteront de se faire vacciner. Il y a ceux qui ont réellement peur de la maladie qui seront vaccinés. Il y a ceux qui ont l'impression d'être des héros s'ils vont se faire vacciner. Vous voyez, c'est des bons citoyens pour ne pas contaminer papa, maman ou ma tante. Il y a ceux qui finalement sont démissionnaires et ils disent bah, de toute façon, qu'est-ce qu'on y peut? Et en fin de compte, chacun, l'ingénierie sociale va essayer d'atteindre chacun des citoyens des différents pays par quelque chose vis-à-vis duquel ils raisonnent. Vous voyez? Par exemple, j'ai vu que dans ce qu'on met en avant, il y a aussi le fait qu'on ne serait pas courageux. C'est-à-dire celui qui se vaccine est courageux, celui qui ne se vaccine pas n'est pas courageux. Et donc ça me fait penser, il y a un film de Julien Duvivier qui s'appelle L'homme du jour, où Maurice Chevalier chante et s'adresse à toutes les personnes qui composent son public. Alors il y a les homosexuels, il y a les proxénètes, il y a l'homme du monde, etc. Et il donne un signe à chacun. Il faut qu'il trouve le mot qui correspond à chacun des membres de son public. Ben, c'est un peu ce que fait le gouvernement. Donc, ils font des études avec des programmes type Shadownet, où à partir des réseaux sociaux, on analyse qui répond ou pas. Et à partir de là, il y aura un certain nombre d'arguments qui seront glissés, qui vont résonner chez les gens. Et donc, vous avez des gens, le fait qu'on les traite de lâches, ils vont pas supporter, quoi. Il y en a pour qui le fait d'être menacé de ne pas pouvoir se déplacer, ça va être pour eux un élément clé, la liberté. Et donc, les valeurs qu'ont chacun dans leur vie vont les amener peut-être à réagir. Alors comment justement on fait passer pour des lâches ceux qui enfin ceux qui ne veulent pas se faire vacciner et pour des gens courageux ceux qui veulent se faire vacciner sous quelle base parce que par exemple le vaccin n'est pas encore bien testé, c'est ça? Oui, c'est-à-dire que ce sont des gens qui auraient peur de se faire vacciner parce qu'il n'y a pas vraiment de preuves scientifiques, donc ils seraient un peu poltrons. En fin de Mmh. compte, la clé est donnée par Hannah Arendt. Dans une société totalitaire, il y a une inversion de tout. C'est ça. On perdait des élites, c'est-à-dire celui qui est résistant devient lâche, celui qui a peur devient héros. Vous voyez, tout est inversé. Et Donc c'est en ça que, fait, celui qui va se faire vacciner aujourd'hui dans le discours, on va dire des autorités est celui qui est courageux parce que même si on n'a pas assez de recul, il y va pour sauver les autres. C'est ça oui, le c'est principe? quelqu'un qui n'hésite pas à payer de sa vie pour sauver les autres. Vous savez, comme dans
des fois, dans des meutes de loups, il y en a qui vont se sacrifier pour que la majorité puisse rester en vie, quoi. Donc, il y a une action sacrificielle. Et donc, D'accord. ça valorise les gens, ça leur redonne une estime d'eux-mêmes. Et donc, il y a des gens qui vont y aller parce que ils vont être comme des héros, comme vous savez, comme les GI qui vont faire une guerre, ils reviennent au relais de la gloire. Donc, tout ça est bien connu. Et donc, il y a une inversion pendant la Seconde Guerre mondiale, avant qu'on arrive à la libération. Les résistants étaient considérés par les Allemands comme des terroristes, hein, et même combattus par le gouvernement de Vichy. Donc après, on s'est rendu compte que le vrai héros, c'était le résistant, c'était pas le collabo, mais le collabo était un bon citoyen français. Donc c'est ça qui est en train de se passer. Alors ça c'est intéressant parce que on a une image. Alors les historiens appellent ça le roman le roman d'un pays, quoi, le roman historique d'un pays. On est des Gaulois rebelles. Donc vous voyez. Si on arrive à, donc Gaulois rebelle, ça veut dire viril, ça veut dire quelqu'un qui est brave, comme l'image qu'on se fait d'Astérix le Gaulois. Donc celui qui n'irait pas se vacciner devient lâche. Alors évidemment, c'est des mécanismes inconscients, c'est des valeurs, c'est tout un ensemble assez subtil qui fait qu'un individu va être sensible à tel argument plutôt qu'un autre. Donc ils sont obligés d'avoir un spectre large d'arguments pour amener les gens, c'est vraiment la fenêtre d'Overton, à passer de non, je ne veux pas me faire vacciner, il n'y a aucune raison, on n'est pas en pandémie, à je me fais vacciner, même si je sais que la pandémie est bidon, et que finalement, me faire vacciner, c'est simplement une façon de me mettre en norme vis-à-vis de la société. Ceci expliquerait peut-être pourquoi on ne parle pas aux gens qui vont se faire vacciner du risque de recombinaison virale, parce que je rappelle aussi pour les gens qui peut-être n'ont pas trop suivi, parce qu'on parle souvent du risque à l'échelle d'un individu, mais à l'échelle d'une population, les amis, je vous rappelle que, et ça va être le sujet de prochaine vidéo parce que ça me passionne aussi, la biologie. Comment un ARN, au contact d'un autre virus ARN, va se recombiner. D'ailleurs, c'est ce que font les virus de mieux, c'est de se recombiner. Donc là, c'est vrai que le risque, qui peut être infime au départ, peut être vraiment existant de créer des virus de toute Oui, et pièce. puis il faut, pour transformer l'ARN messager en ADN, une enzyme qui s'appelle la transcriptase reverse, qui est devenue très célèbre avec le sida, et ça permettrait à ces fragments d'ARN de pouvoir s'insérer dans l'ADN de nos cellules, en particulier les cellules germinales. Et puis, d'une certaine façon, on voit bien, plus un virus mute, et c'est ce qui est dit partout, moins vous avez de chances de faire une vaccination. À une époque, j'avais travaillé sur le sida et on était arrivé à la réflexion que c'est que chaque organisme crée ses propres mutations. Donc, vous avez autant de souches mutantes vis-à-vis d'un virus de départ que vous avez d'individus. Donc, comment envisager une couverture vaccinale universelle? Ça ne marche pas. Ensuite, c'est très contre-indiqué de vacciner quand on est en immunité de groupe, parce que la défense immunitaire peut s'emballer, et vous savez que dans la Covid-19, un des problèmes pour des gens plutôt âgés ou ayant des polypathologies ou des comorbidités, c'est l'emballement de la défense immunitaire qu'on appelle les bouffées cytokiniques. Donc voilà, il y a rien de raisonnable. On n'a jamais réussi à développer un vaccin pour le paludisme, puisque le paludisme, c'est une mutation éternellement mutation. On n'a pas réussi pour le sida. Le virus de la grippe, on l'oublie, mais c'est l'échec évident chaque année, puisqu'il mute, et chaque année, il faut recommencer. Donc, c'est complètement absurde. On aura une protection pendant 30 jours. Donc, on aurait, comme les campagnes publicitaires dans les grands magasins, des vaccins d'été, d'hiver, de printemps et d'automne, quoi. Peut-être qu'on aura un vaccin gratuit si on prend les 4 en même temps. Enfin, si vous êtes protégé, c'est durable. On a eu des vaccins qui vous protégeaient plusieurs années. Là, 90 jours. En plus, si vous êtes vacciné, vous êtes encore contaminant. Vous n'êtes pas sûr de ne pas être contaminé. Donc, vous voyez bien qu'à un moment donné, ça devient absurde. Et donc, le Oui, but, c'est ça. c'est le discours n'est plus rationnel. C'est la raison pour laquelle je dis qu'on est rentré. Moi, j'aime beaucoup le théâtre de l'absurde, notamment Ionesco. On n'est plus dans un discours rationnel. Vous voyez, quand vous regardez, il n'y a plus de logique. Et c'est ce que Horacio Arruda a dit. En gros, on ne suit plus la science. On a des mesures politiques. On a une planification à respecter. Et donc, à partir de là, le discours, il est plus du tout rationnel.
Ce qui fait que, à travers tout ce qu'on dit, l'homme est plus un être de rationalisation qu'un être rationnel. Vous savez, ça c'était la grande étude au début de la psychologie. Est-ce que l'être humain est rationnel? Il est plutôt un être de rationalisation, de croyance. L'homme est un système de croyance. C'est un être biologique, un être psychologique. Et donc, dans la croyance, bah, vous avez un spectre large. C'est des croyances, par définition, ça repose sur rien de factuel. Alors Philippe, on a parlé de la dégradation progressive, qui se passe vraiment en 2 temps. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, puisqu'on est en train d'arriver sur la fin de cette capsule, pour, bien, être sûr que tout le monde ait compris ce concept-là, quelles sont les 2 phases? Et finalement, qu'est-ce que les gens peuvent faire quand ils ouvrent les yeux, qui commencent à intégrer ce phénomène de guerre contre les peuples? Juste rappeler, qu'est-ce que la dégradation progressive en 2 temps? Bah, la dégradation progressive, elle suppose qu'un peuple soit préparé aux conséquences d'un choc. Vous voyez, par exemple, on a laissé l'économie se dégrader pour qu'il y ait une réaction au choc et que les gens veulent une réforme économique. Hein. Bon. De même, on a supprimé sous les gouvernements de Chirac, de Hollande et de Macron un nombre incroyable de lits, je crois 40 000 lits. J'espère que le chiffre est bon, mais enfin, en tous les cas, c'était tort. Il y a une suppression progressive des lits. Donc, forcément, au bout d'un moment, vous avez le problème qu'on a eu, c'est la gestion de la crise, plus que la crise en elle-même. C'est d'ailleurs, vous avez des engorgements des hôpitaux, surtout si vous faites affluer les patients dans certains hôpitaux et pas dans d'autres. Et donc, quand vous avez préparé la situation, quand vous avez préparé les esprits, vous considérez qu'à un moment donné, vous allez sonner le tocsin et vous allez faire un choc. Alors ça peut être, comme je l'ai dit, une guerre civile, une guerre mondiale, ça peut être une crise économique, une pandémie, une crise écologique. En tous les cas, il y a quelque chose qui va justifier les réformes qui ont été progressivement amenées dans la tête des gens. Et donc, c'est évident qu'il y avait besoin de réformes économiques. Donc là, on a le grand reset. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, on risque de passer d'une dictature sanitaire à une dictature écologique. Et donc, le but de tout ça, c'est d'avoir des mesures liberticides. Alors, pour finir sur une note quand même, Optimiste? positive. En tout cas, donner quand même un outil. Les personnes qui maintenant, bon, ont ouvert les yeux peut-être récemment, d'autres depuis un peu plus longtemps, mais disons que vous parliez de résistance tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour rester dans sa fenêtre de résistance, Philippe? Ben, déjà, il faut être cohérent avec soi-même. Ça nous amènera peut-être dans une prochaine émission à revoir la vision qu'avait Carl Rogers de la personnalité, quoi. C'est de l'organisme, c'est ce qu'on appelle le soi et le soi idéal. Il ne faut pas qu'on soit en conflit. Ensuite, on donnera d'autres outils, hein, notamment l'action sur les potentialités, le temps, mais je pense que le travail qu'on fait ensemble, c'est d'arriver à faire comprendre les mécanismes qui nous agissent, comprendre pourquoi certaines personnes réagissent d'une certaine façon, sinon on est dans un monde de folie. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous voyez bien qu'à un moment donné, si vous regardez la situation actuelle, c'est comme l'hitlérisme. On disait, bah, c'est quoi l'hitlérisme? C'est la folie d'un homme, Hitler. Est-ce que c'est l'incompétence d'un gouvernement? Est-ce que c'est la folie d'un gouvernement? Ou tout simplement, c'est une planification qu'on retrouve dans tous les pays et qui amène chacun des pays à déclarer la guerre contre son peuple avec un cahier des charges à respecter et des échéances à mettre en place. Et c'est pour ça que, évidemment, ça devient grossier. C'est pour ça que je pense que les auditeurs doivent être rassurés, ça devient grossier. C'est-à-dire qu'on voit bien que ça devient énorme. Et c'est bien le signe que c'est une panique et que l'ingénierie sociale ne fonctionne plus. Comme l'avait rappelé à plusieurs reprises Édouard Bernays, ce qui est fondamental, c'est que le gouvernement profond reste invisible. À partir du moment où ce gouvernement qui dirige véritablement ce pays qui est invisible devient visible, ça change beaucoup de choses. Et c'est ce qu'on est en train de voir. L'invisible devient visible. Les mécanismes qui se sont mis en place à notre insu, parce que comme disait mon beau-père, on n'a pas été assez vigilant. Et c'est plutôt rassurant parce que les gens avaient une certaine naïveté vis-à-vis de leur pays, de leur gouvernement, des mesures qui étaient prises. Ils ne pouvaient pas envisager une seule seconde qu'on arrivait
à des extrémités pour nous proposer le grand reset, bah, déjà, il y a une première phase et ils vont comprendre. En tous les cas, voilà, j'ai un slogan pour vous, et Macrousi nuit gravement à l'ignorance. Quand on regarde vos vidéos, ça nuit gravement à l'ignorance. Ça pourrait être le message publicitaire. Donc, et dans la deuxième, une fois qu'on aura bien fouillé ça, on pourra donner aux personnes des armes, puisque comme on l'avait vu dans la deuxième émission, un cerveau c'est fait pour agir. Donc, il ne faut pas fuir dans la dépression, il ne faut pas fuir dans la colère, il ne faut pas fuir dans la peur, il ne faut pas s'auto-agresser, il faut voir la situation telle qu'elle est, et la voir telle qu'elle est, c'est déjà agir sur elle, en tous les cas sur nous, et après on passera à une autre étape où chacun pourra, en étant cohérent avec lui-même, aider à l'émergence de nouvelles potentialités. Et c'est un peu le but de ces émissions qui est comprendre, décrire et agir. Super, bah, écoutez, merci Philippe pour votre clarté. C'est toujours un grand plaisir de vous écouter. Les amis, vous l'avez bien compris, il y a tout un menu qui va venir. Ça va être un vrai régal. En tout cas, moi, j'adore. C'est passionnant. On n'en viendra jamais à bout finalement, puisque le monde est vaste. Il y a tellement de choses à dire. En tout cas, je vous encourage, les amis, à partager cette vidéo, la télécharger, la reposter. Vous avez aussi dans le descriptif et les liens de cette vidéo l'unité du savoir. Donc Philippe Bobola, vous pouvez le retrouver aussi dans tous ses travaux parce qu'on n'a pas encore parlé du temps, mais c'est vrai que Philippe me rappelait avant de commencer cette émission l'importance de se questionner par rapport au temps. Et ça, je sais Philippe, vous êtes très, très, très fort sur ce domaine-là. On en parlera évidemment, mais vous pouvez déjà retrouver Philippe sur ses canaux. Vous avez tous les liens dans cette vidéo. Je vous encourage de regarder, en tout cas si ce n'est pas déjà fait, l'épisode 1 et l'épisode 2 qui parlent donc de la distraction et puis de créer un problème pour mieux le résoudre ou la stratégie du choc. Et on parlera prochainement de la stratégie du différé, s'adresser au public comme un enfant en bas âge aussi. Hein. C'est vrai qu'on a tous vu des termes. Et d'ailleurs, sur le site du gouvernement français, vous avez un onglet français simplifié. Je ne sais pas, Philippe, si vous l'avez vu. Oui, oui, j'ai vu. Mais ça fait peur hein, quand on voit les phrases. Mais bon, c'est vrai, quand on commence à regarder de l'autre côté, l'envers du décor, on se dit bah, c'est tout à fait cohérent avec l'ingénierie sociale. Faisons des choses très simples pour que le peuple abruti comprenne et puis se mette dans une position d'enfant. En tout cas, merci pour cette mise en lumière, Philippe. On se revoit très bientôt sur les capsules de l'ingénierie sociale. Avec grand plaisir. À bientôt les amis et prenez bien soin de vous. Oui, à bientôt.